Nous avons l'honneur d'accueillir à ce public pour l'ouverture officielle de cette deuxième conférence sur le risque pays de la RDC, Son Excellence, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, chef de gouvernement, que je vous demanderai très respectueusement de bien vouloir accueillir sous vos applaudissements. Elle sera mise en œuvre à travers un projet d'investissement de 230 millions de dollars pourra créer 8 000 emplois directs et pourra susciter 2 milliards d'investissements qui seront logés dans cette zone. Un autre projet important en cours est la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa pour un coût de 600 millions de dollars qui vise à faire passer notre capacité de transport de 180 000 tonnes actuelles à 1,5 million de tonnes dans les 2 ans qui vont suivre et 3 millions de tonnes dans les 5 ans. Il s'agit d'un projet essentiel pour réduire les coûts de transactions et les coûts de logistique dans notre pays et permettre d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité générale de notre pays. Dans le même cadre est prévue une extension jusqu'à Banana où, comme vous le savez, la construction du port en eau profonde de Banana est en cours. Le début des travaux concerne... Donc, j'insiste sur cet élément, on en a parlé l'année dernière, on en reparlera certainement l'année prochaine, mais la dollarisation est une gangrène de l'économie congolaise et il est extrêmement important que cette gangrène-là soit finalement soignée, même si c'est une gangrène. 5. Donc l'augmentation de 40 points de base qui généralement a été tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. Ceci dit, il y a eu une légère régression concernant la solidité du système financier et une légère régression concernant l'environnement sociopolitique, pour les raisons que je vous ai données, mais le système financier a aussi évolué de ses notes de base. Donc les 3 éléments fondamentaux qui ont tiré la note vers le haut sont la performance macroéconomique, la gestion financière et la solidité du système financier. Et en perspective, nous avons une perspective stable, mais nous anticipons une amélioration de la note de encore 20 points de base l'année prochaine. Évidemment, c'est une évaluation dynamique. Excellences, distingués invités, je vous ai présenté le programme de cette journée exceptionnelle et j'espère que vous resterez avec nous pour profiter de ces échanges constructifs et améliorer significativement votre compréhension de l'économie du pays et de ses défis. Je voudrais à présent inviter pour la présentation du rapport sur le risque pays de la RDC pour cette année 2023, le président ou directeur général de Bloomfield Investment Corporation. Je vous prie de bien vouloir le recevoir sous vos acclamations. Je suis très heureux d'être ici présent pour la 2e édition de la conférence Risque Pays, pour vous présenter le rapport de Risque Pays qui a été établi par Bloomfield et qui va établir la cartographie de risque d'investissement en RDC. Alors, vous avez tous le rapport détaillé sur vos chaises qui a été distribué.
L'objectif de la présentation, c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de points qui ont déjà été discutés et débattus dans le rapport, mais nous allons mettre un accent sur le risque qu'on prend de perdre son capital en investissant en RDC. Donc c'est vrai que quand on parle de notation, quand on parle de cartographie de risque, la notion de risque peut faire penser que nous mettons en relief seulement les risques d'investissement, mais non, c'est une notion qui détermine justement les faiblesses et les forces d'investir dans ce pays. Alors, en termes de méthodologie, nous allons regarder 5 éléments principaux qui nous permettront justement d'établir cette cartographie de risque-là. Nous allons regarder la performance macroéconomique du pays, les composantes justement de ce climat des affaires-là, notamment le secteur judiciaire, qui est une des préoccupations majeures des investisseurs, et la performance de l'administration publique fondamentale dans la mesure où l'administration publique est celle-là même qui crée le cadre pour permettre aux investisseurs d'investir dans le pays. Nous mettons l'accent sur la gestion des finances publiques. Comment est-elle gérée? Et est-ce qu'il y a une évolution depuis l'année dernière en termes de la maîtrise de la gestion des finances publiques? Mettrons également l'accent sur la solidité du système financier qui finance l'économie de la RDC. Comment est financée l'économie de la RDC? Enfin, mettrons l'accent sur l'environnement sociopolitique. Nous sommes en année électorale, donc évidemment, les investisseurs veulent savoir quel sera l'impact justement de cet environnement sur des potentiels investissements. Et le processus d'évaluation est un processus assez rigoureux. Et en première étape, nous allons collecter des informations auprès de l'administration de la RDC et des entreprises de la RDC et des fêtières dans l'environnement de la RDC. Nous allons procéder à une pré-analyse de ces informations et une contre-analyse, évidemment, de ces informations que nous avons reçues. Donc, avec une méthodologie scientifique, nous allons justement faire une analyse contradictoire de ces informations-là. Et nous allons, là aujourd'hui, faire la restitution de l'étude en évaluant les risques et en faisant l'ajustement final avec les débats qui sortiront de cette discussion que nous aurons toute la journée. L'évaluation est sanctionnée par une note, et une note qui est contenue entre 0 et 10, où de 0 à 2, nous sommes dans un risque systémique, où d'ailleurs nous ne recommandons pas d'investissement dans ce pays-là. De 2 à 4, nous sommes dans un risque avéré, mais en prenant un certain nombre de mesures, il est possible d'investir dans ce pays-là. Entre 4 et 6, nous sommes dans la catégorie de risque modéré, où il n'y a pas de frein particulier à l'investissement dans le pays concerné. Des 6 à 8, nous sommes en risque faible, où évidemment il y a très peu d'impact négatif sur les investissements dans ce pays-là. Nous recommandons d'ailleurs l'investissement dans ce type de pays. Et en 8 et 10, nous sommes dans le risque quasi inexistant. Pour l'instant, je vous dis qu'aucun pays en Afrique est dans cette catégorie, d'ailleurs aucun pays au monde. Les meilleures notes que nous avons sont entre 6 et 8, donc risque faible. Alors maintenant, nous allons procéder au résultat de cette analyse sur le plan de la performance macroéconomique. Alors la RDC a eu une performance que j'appellerais extraordinaire en termes de performance économique. D'ailleurs,
le taux de croissance de l'année dernière qui était estimé et confirmé en réalité à 6,6 a été revu à la hausse pour atteindre 8,9. Élevé d'ailleurs, qui est parmi les taux les plus élevés en Afrique, sinon au monde. Si vous regardez, même en 2000, pour montrer un peu la résilience de cette économie, dans une période de pandémie où beaucoup de pays étaient en récession, la RDC a quand même une croissance de 1,7, donc il montre sa résilience. C'est vrai que c'est une économie qui performe, mais qui est très peu diversifiée. Et justement, ce manque de diversification, même si c'est une faiblesse, représente finalement des opportunités d'investissement si on considère que la diversification doit se faire, parce que la diversification, c'est vraiment le premier volet de la résilience d'une économie, avant même de parler de transformation. Et l'économie est dominée par le secteur primaire, qui lui-même est dominé par l'industrie extractive, à 38%, et vient le secteur tertiaire à 32%, tiré par les transports et la communication, et le secteur secondaire qui, malheureusement, est encore très faible, 25%. En réalité, pour pouvoir atteindre le niveau de développement, il est extrêmement important que ce taux soit monté à 45-50% de l'économie. Et nous sommes encore très loin de ça, mais un certain nombre de mesures sont mises en place pour entrer dans cette logique de transformation de l'économie. Nous reviendrons certainement là-dessus. Une économie performante, mais très peu inclusive. Pourquoi elle est très peu inclusive? Parce que vous avez quasiment 90% du tissu économique est composé de PME qui en réalité contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Donc vous avez la richesse, 80% de la richesse créée est créée par les multinationales qui, elles, ont vocation à rapatrier leurs bénéfices. Donc forcément, on ne peut pas avoir une économie qui est inclusive, ou une croissance qui est inclusive, pardon, quand la majorité de la richesse n'est pas réinvestie dans l'économie, mais plutôt exportée. Donc la conséquence de ça, c'est que la RDC est parmi un des pays les plus pauvres au monde, avec un taux de pauvreté qui aujourd'hui est à 62%, mais qui était, il y a un an, à 72%. Donc, il y a eu un bond extraordinaire d'ailleurs de 10 points de pourcentage en un an, et qui s'explique par l'accroissement du PIB réel par habitant qui est accru de 16,5%, par l'augmentation de 30% de l'emploi, surtout dans le secteur minier, même si nous considérons que c'est une conjoncture positive qui va créer cette réduction de pauvreté. L'année prochaine, nous pourrons voir si cette réduction est une réduction qui est soutenable. Pour l'instant, elle est à 62%, mais ça demeure quand même extrêmement élevé. Et selon l'exclusivité, d'ailleurs, met un certain nombre de citoyens dans des situations de précarité. 27 millions à peu près, selon la FAO, sont dans des situations de précarité. Donc, l'économie performe. Maintenant, il s'agit de rendre cette performance inclusive de sorte à ce que ça puisse réduire, entre autres, la pauvreté. Toujours dans cette logique de diversification de l'économie qui n'est pas vraiment diversifiée, vous avez le potentiel agricole qui est extraordinaire, avec 80 millions de terres arables. Et donc c'est quand même contradictoire de voir que la RDC importe de la nourriture pendant qu'elle peut nourrir toute l'Afrique. Et quand vous regardez les chiffres, vous verrez
en réalité, les rendements moyens en termes de différentes denrées est nettement faible par rapport aux autres pays. La perspective de croissance pour cette année reste forte. Nous anticipons un taux de croissance à 6,3%. Ceci dit, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. En interne, évidemment, je crois que les conflits, la capacité de la RDC à contenir le conflit à l'Est va certainement encourager les investisseurs. Mais plus la RDC montrera une capacité moindre à contenir ce conflit, cela pourra forcément créer des incertitudes. Sur le plan politique, nous sommes en année électorale. Évidemment, normalement, une élection devrait être un événement banal, un événement démocratique banal. Malheureusement, dans la majorité des pays africains, c'est un événement qui finalement cristallise l'attention, qui finalement crée des incertitudes, même si, vous verrez dans le rapport, nous estimons qu'il y a une certaine stabilité politique dans ce pays. L'avènement des élections est toujours une situation qui crée une certaine incertitude pour les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, enfin, internationaux, qui ont déjà des idées préconçues sur justement le climat des affaires. Il y a la majorité des investissements en RDC sont faits par les entreprises les multinationales. Et vous regardez le niveau de IDE qui est très élevé, 87%. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient ralentir ou accélérer ces investissements qui sont faits en RDC. Notamment en termes de ralentissement, dans nos enquêtes et dans nos évaluations, la lenteur observée dans la mise en place des réformes. Et je pense que ça, c'est lié aussi, et naturellement, à l'efficacité et l'efficience de l'administration qui devra être améliorée. Les déficits d'infrastructure va certainement ralentir également les investissements, l'accélération des IDE, parce qu'évidemment, ce sont les infrastructures économiques qui vont créer un environnement favorable à l'investissement. Je parlais tout à l'heure de la lourdeur administrative et aussi le problème de la gouvernance. Je crois que l'étude du baromètre qui a été publiée avec un taux de satisfaction de 37%, quand vous allez dans les détails, vous vous rendez compte que la gouvernance de l'administration est un élément qui pose beaucoup de problèmes. Et pourquoi cette gouvernance-là est problématique? Je crois que dans beaucoup de pays qui ont réussi à améliorer la gouvernance, cette amélioration est passée par la dématérialisation des processus dans l'administration, donc la digitalisation de process, qui certainement ont eu un impact sur réduire cette mauvaise gouvernance-là. Et les systèmes de contrôle qui sont mis en place. Ce sont la faiblesse des systèmes de contrôle, évidemment, créent des failles, et ce sont ces failles-là qui, malheureusement, accentuent cette mauvaise gouvernance. Et, naturellement, le secteur de la justice, donc, qui demeure un gros challenge pour l'environnement des affaires. Des réformes sont en cours, mais évidemment, les résultats sont peut-être encore mitigés. Mais l'environnement judiciaire, lui, est un gros challenge également dans ce processus-là. Alors, toujours dans le climat des affaires, nous allons peut-être mettre l'accent sur les actions qui sont mises en place par le gouvernement congolais pour justement répondre à ces faiblesses qui ont été constatées et établies. La création des guichets uniques
qui évidemment va faciliter les démarches administratives des investisseurs. Et je vous parlais tout à l'heure du baromètre, dont les résultats, le premier résultat n'était pas très satisfaisant, mais le plus important, c'est le fait d'avoir un baromètre. Et je crois que c'est extrêmement important. Et l'entité qui a été mise en place pour justement lutter contre la corruption et en termes de prévention est certainement un élément extrêmement important pour pouvoir juguler cette gouvernance-là. L'amélioration de la pression fiscale. Notamment, et généralement, pourquoi on a beaucoup de pression fiscale dans des pays comme la RDC, c'est que l'économie est généralement informelle. Donc, le fait que l'économie soit informelle, la partie formelle qui paye les impôts finit par avoir plus de pression. Pour l'idée, comme beaucoup de pays l'ont fait déjà, c'est de formaliser l'économie de sorte à élargir la base fiscale et réduire les taux d'imposition pour engranger plus de revenus et diminuer la pression fiscale. La pression fiscale peut être un frein à l'investissement. Et la décentralisation économique, qui est aussi un élément fondamental dans l'attractivité de l'investissement dans un pays, parce que généralement, comme vous avez certainement constaté, dans la majorité des pays africains, il y a une concentration de l'activité économique dans la capitale. Et les autres zones sont généralement plus ou moins négligées. Et je crois que le plan de créer des environnements, des pôles économiques dans différentes provinces est certainement une très bonne stratégie pour diversifier justement l'attractivité de l'investissement en RDC. Les finances publiques, un déficit budgétaire qui est maîtrisé. Et dans ce temps de crise, c'est très rare de voir un pays avec un taux aussi bas de déficit budgétaire, et ça c'est vraiment quelque chose que nous félicitons. 1,6, même s'il a cru de 0,6 points, qui était à 1% et à 6%, la norme régionale est à 3%. Je peux vous dire aujourd'hui, dans cette crise internationale, la majorité des pays ont dépassé ce benchmark de 3%. Mais être à 1,6%, c'est une prouesse. Augmentation progression des recettes et équilibre des dépenses. Et donc vous avez un déficit budgétaire qui reste maîtrisé. Le niveau d'endettement. L'endettement, je crois que, si je ne me trompe pas, la RDC est le pays le moins endetté au monde, avec un taux de 16% du stock de la dette sur le PIB. 16%, c'est très bas, donc ça donne une marge de manœuvre significative à ce pays-là. Mais non, cette marge de manœuvre, ça va dépendre de comment on l'utilise. Je crois que le déficit en infrastructure peut être résorbé par des emprunts qui rentreront dans cette marge de manœuvre-là. Mais il y a une gestion très prudente de l'endettement qui fait que la RDC est un pays quasiment pas endetté, avec si vous voulez, même le service de la dette, un service de la dette qui est certainement un des services de la dette les plus bas également. Je crois qu'il est à 1%, représente à peu près 11,8% des recettes de ce pays, donc c'est un taux qui est très appréciable. La politique monétaire, c'est une politique monétaire qui est prudente. Je pense que sur le plan de la politique monétaire, la Banque centrale de la RDC a très peu de marge de manœuvre dans une économie qui est dollarisée à 90%. Le rôle de la Banque centrale de juguler l'inflation est très restreint dans une configuration où, même au niveau des transactions bancaires, vous avez 94%
des transactions bancaires qui sont faites en dollars. Donc, la capacité de réguler l'économie sur la partie de deux monnaies qui est la moins utilisée est plutôt restreinte. Ce qui fait que l'inflation sera toujours à des taux très élevés tant que la configuration de cette économie sera dans une logique de double monnaie, dollar franc-congolais, avec un dollar très puissant qui domine la majorité des transactions. Je crois que la dédollarisation est un processus, oui, certainement, qui prendra du temps, mais qui va nécessiter une volonté politique forte de vouloir mettre en place des actions dans une logique de dédollarisation sur une période bien définie. Et cette dédollarisation, évidemment, a des conséquences, même sociales, elle fait partie aussi des éléments qui accentuent la pauvreté, dans la mesure où la majorité des produits sont indexés sur le dollar, pendant que les salaires sont payés en monnaie locale. Donc la faiblesse de la monnaie par rapport au dollar, qui, quand le dollar croît, s'affaiblit davantage, réduit de façon significative le pouvoir d'achat et a forcément un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens. La réserve des devises de la Banque centrale est estimée à 2,6 mois d'importation, ce qui est très bas. Dans un pays qui est dollarisé à 90%, c'est très paradoxal, parce qu'en réalité, vous êtes dans un pays où il y a énormément de devises, et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul pays où on peut retirer des dollars au guichet. J'ai jamais vu ça moi nulle part ailleurs, donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que ce pays manque de devises. Mais puisque dans la configuration et dans l'évaluation, on ne prend en considération que les devises de la Banque centrale, qui sont à 2,6 mois, ça met le pays dans une situation de stress de devises qui en réalité est un stress factice. Parce que ce pays, s'il n'a rien d'autre, il a des devises. Ça, c'est très clair. Donc, ça veut dire que la dollarisation pose un vrai problème d'équilibre économique. Il est extrêmement important que ce problème soit pris à bras le corps et qu'il y ait des décisions politiques fortes, qui seront certainement impopulaires, parce que bon, je sais très bien que les habitudes ont la peau dure, mais il est extrêmement important que la problématique de la dollarisation de ce pays soit adressée de sorte à pouvoir rééquilibrer cette économie et permettre en réalité de transformer ce potentiel-là en opportunité. Et d'ailleurs, les pays qui n'utilisent pas les dollars, parce que je crois que beaucoup de gens se disent que quand ce pays sera plus dollarisé, il y aura des difficultés pour des transactions internationales. Non, c'est pas vrai. Le dollar est une monnaie de change et une monnaie de commerce international. La place des devises dans un pays où il y a une monnaie locale, c'est la Banque centrale. Et c'est la Banque centrale qui détient la politique de transfert des devises. Plus vous avez des devises en réserve, plus flexible la politique de transfert sera. Donc évidemment, ça ne changera absolument rien. Au lieu de 2 mois, 2,6 mois d'importation, je suis certain que si on collecte toutes les devises qui sont dans ce pays et les poser à la Banque centrale, peut-être que ce pays sera à 50 mois d'importation, donc on n'aura aucun problème de transfert à l'extérieur. Donc, j'insiste sur cet élément, on en a parlé l'année dernière, on en reparlera certainement l'année prochaine, mais la dollarisation est une gangrène de l'économie congolaise et il est extrêmement important que cette gangrène-là soit finalement soignée, même si c'est une gangrène. 5. Donc l'augmentation de 40 points de base qui généralement a été tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. Ceci dit, il y a eu une légère régression concernant la solidité du système financier et une légère régression concernant l'environnement sociopolitique,
pour les raisons que je vous ai données. Mais le système financier a aussi évolué de ses notes de base. Donc les trois éléments fondamentaux qui ont tiré la note vers le haut sont la performance macroéconomique, la gestion financière et la solidité du système financier. Et en perspective, nous avons une perspective stable, mais nous anticipons une amélioration de la note de encore 20 points de base l'année prochaine. Évidemment, c'est une évaluation dynamique, donc on verra l'année prochaine si effectivement on monte à 5,7 ou alors à plus ou à moins. Mais pour l'instant, nous anticipons une évolution positive de cette note-là. Voilà, et d'ailleurs, cette note repose aussi beaucoup sur le potentiel de ce pays, en sachant que, évidemment, le potentiel n'est pas une opportunité, comme je le disais tout à l'heure. Il s'agit de mettre en place des réformes qui permettraient que chaque secteur d'activité soit finalement une priorité des investisseurs en termes d'investissement, en termes de régulation, en termes d'administration pour rendre ces secteurs attractifs. Cette note est alignée à la notation financière que nous avons sortie la semaine dernière. Donc, cet exercice est différent de l'exercice de la notation financière qui, lui, va évaluer la qualité de crédit de la RDC, donc sa capacité et sa volonté à faire face aux obligations financières. L'année dernière, la RDC était à 3B, donc 3B, perspective stable, donc 3B, c'est le risque modéré. Cette année, elle a maintenu sa note 3B, mais avec une perspective positive. Donc la perspective a été rehaussée à positive. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, voici ainsi dévoilée la note 2023 de la RDC sur la cartographie de risque. Je vous remercie. Merci à M. Cézé Stanislas, PDG de l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation, pour cette présentation sur la cartographie des risques de la RDC pour cette année 2023. Sans plus attendre, nous sommes déjà bien en retard sur notre programme. Nous allons recevoir pour la réaction du gouvernement Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Nicolas Casali, que je vous demanderai de bien vouloir accompagner de vos ovations. Reconnaissant les réformes structurelles menées par le gouvernement, ainsi que le renforcement de la position extérieure du pays. Ainsi, en moins d'un an, la République démocratique du Congo a bénéficié de deux rehaussements de sa notation par Standard & Poor's et Moody's. Nous sommes aujourd'hui totalement disposés à nous dévouer au même exercice avec d'autres agences de notation d'envergure mondiale. Par ailleurs, nous nous engageons également dans ce type d'initiative avec les acteurs économiques nationaux. C'est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République a présenté début juin les résultats de la première enquête du baromètre national. Voilà. Il a présenté, je disais, le Président de la République a présenté début juin les résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires qui permet d'obtenir l'évaluation du climat des affaires dans notre pays par les acteurs économiques et en toute transparence. C'est aussi un outil d'évaluation qui permettra, au fur et à mesure des élections, de mesurer l'impact des réformes menées pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Enfin, toujours sous l'égide du Président de la République, nous multiplions les initiatives pour promouvoir notre économie auprès des investisseurs. En septembre 2023, dans quelques mois, sera organisée ici à Kinshasa
un forum sur les investissements dans la chaîne des valeurs agricoles en collaboration avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement afin d'échanger avec des entreprises privées de la République démocratique du Congo et du reste du monde, les institutions financières ainsi que les partenaires multilatéraux et bilatéraux sur les actions à entreprendre pour transformer effectivement notre potentiel agro-industriel à travers des projets concrets et viables, susceptibles de renforcer la sécurité alimentaire dans le pays, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie. Cette conférence sera pilotée par le ministre de l'Agriculture ici présent, s'inscrit dans le cadre d'un riche dialogue avec l'ensemble des acteurs économiques actuellement ou potentiellement impliqués en République démocratique. Puisqu'il s'agit d'un dialogue, cette conférence, celle d'aujourd'hui, est également pour moi l'occasion de m'exprimer à propos du risque pays produit par les équipes Bloomfield pour l'année 2023. Je voudrais ainsi faire quelques commentaires globaux sur les résultats du risque pays à la suite de la présentation faite par M. Stanislas Zézé. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de Bloomfield pour ce rapport riche. Je constate donc avec satisfaction que la note globale attribuée dans le rapport est de 5,5, en amélioration par rapport au 5,1 attribué en 2022. Et je voudrais noter que ce progrès illustre les efforts menés par le gouvernement de la République, conduit par son Excellence, M. le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, pour renforcer l'économie congolaise de manière transversale. Et 3 des 5 sous-scores ont bénéficié d'une amélioration. Tout d'abord, le score de performance économique est en nette hausse. Je le note avec satisfaction et sans grande surprise. Il s'agit bien entendu de la croissance réelle du PIB qui a atteint 8,9% en 2022 contre une prévision initiale de l'ordre de 6,4%, faisant de notre économie l'une des plus dynamiques du continent. Et en parallèle, une accumulation continue des réserves par la Banque centrale permettant de renforcer la stabilité économique. S'il est vrai que l'on peut regretter que l'économie demeure extrêmement concentrée, portée par le secteur minier, il faut quand même noter une évolution positive de la croissance du secteur non minier et à la lumière des progrès entrepris et des projets en cours, il y a lieu d'espérer que l'accélération de la croissance du secteur non minier va permettre un début de changement de structure de notre économie. Aussi, le score de stabilité financière est également en hausse. Il s'agit bien entendu de 2022. Notre ministère et la Banque centrale du Congo travaillent ensemble pour améliorer l'inclusion financière et la Banque centrale du Congo renforce sa supervision bancaire et ses capacités d'analyse, effort qui s'accompagne de la mise en place d'un cadre réglementaire et financier propice à la stabilité de notre système financier. Ainsi, pour 2022, le taux de change est demeuré stable, la politique monétaire a été prudente, l'inflation, quoique au-delà, l'inflation, quoique supérieure aux prévisions initiales, est demeurée inférieure à la moyenne du continent. Et le secteur bancaire a montré des signes de solidité, comme cela a été dit tout à l'heure. Je répète, je parle de 2022, nous sommes en 2023, on fera le bilan de 2023 l'année prochaine. Enfin, je me réjouis, au nom de mon ministère, de constater une amélioration du score attribué à la gestion des finances publiques. Effectivement, le pari d'un budget en augmentation n'était pas gagné d'avance, et nous avons réussi dans son exécution à aller au-delà des prévisions budgétaires qui étaient déjà en augmentation,
avons, au courant de l'année 2022, préparé une loi de finances 2023 en cours de réalisation, le tout s'appuyant sur des réformes, sur un agenda ambitieux de réforme des finances publiques en progression satisfaisante. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, j'avais précisément relevé ce point, considérant que l'amélioration de la gestion des finances publiques était justifiée au vu des nombreuses réformes mises en œuvre, en cours et prévues. Les efforts se poursuivent en vue d'une amélioration continue de la gestion des finances publiques à travers la mise en œuvre de notre plan stratégique 2022-2028. En plus d'être un exercice de notation, le rapport est une source riche d'informations sur les stratégies menées par notre gouvernement pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. En ce sens, le rapport est particulièrement pertinent dans sa revue du secteur agricole. Au-delà de la reconnaissance du potentiel conséquent du secteur extractif dans le contexte de la transition énergétique, les équipes Bloomfield se sont intéressées au secteur agricole et elles ont fourni une revue complète de ce secteur qui représente une opportunité de croissance économique inouïe, de diversification et de diminution de nos vulnérabilités. Je me réjouis de constater l'importance accordée à ce secteur dans le rapport qui reflète notre vision pour le secteur, car il s'agit bien de l'avenir de la RDC. Nous avons un potentiel agricole et halieutique considérable. Complètement aménagé, nos terres permettraient de nourrir près de 2 milliards de personnes, pas plus. Mais il est effectivement regrettable de constater que 90% au moins de nos produits de consommation agro-industrielle les plus courants sont d'origine importée. Nous avons donc des efforts à mener pour exploiter ce potentiel et ainsi répondre aux défis de l'insécurité alimentaire en augmentant l'investissement et la productivité de notre agriculture. Enfin, nous avons un plan pour répondre à ces défis. Le pacte pour l'alimentation et l'agriculture, dont je suis sûr nous aurons grandement l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas que d'un plan, d'une théorie. Nous sommes également engagés dans l'action à travers des projets structurants, transformateurs. Je voudrais en évoquer quelques-uns. Un investissement conduit par l'État en partenariat avec un groupe d'envergure mondiale, le groupe RISE, au sein duquel un PPP a été mis en place, dont 40% du capital appartient à la République démocratique du Congo. Avec le partenaire RISE, sera érigée, en cours d'érection, une zone d'activité industrielle dans Kinmalebo de 575 hectares qui sera alimentée principalement par le courant Zongo avec dans un premier temps une offre de 44 MW qui seront renforcés par le parc solaire de Menkao qui est également en cours de mise en œuvre. Cette zone d'activité industrielle aura pour focus d'abord la transformation du bois, mais aussi la substitution des importations. Elle sera mise en œuvre à travers un projet d'investissement de 230 millions de dollars pourra créer 8 000 emplois directs et pourra susciter 2 milliards d'investissements qui seront logés dans cette zone. Un autre projet important en cours est la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa pour un coût de 600 millions de dollars qui vise à faire passer notre capacité de transport de 180 000 tonnes actuelles à 1,5 million de tonnes dans les 2 ans qui vont suivre et 3 millions de tonnes dans les 5 ans. Il s'agit d'un projet essentiel pour réduire les coûts de transactions et les coûts de logistique dans notre pays
et permettre d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité générale de notre pays. Dans le même cadre est prévue une extension jusqu'à Banana, où, comme vous le savez, la construction du port en eau profonde de Banana est en cours. Le début des travaux concernant, parce que cela est totalement lié, nous voulons avoir le meilleur dispositif de mise en œuvre des investissements publics de manière à envisager une meilleure absorption des ressources qui sont arrivées à des niveaux exceptionnels. Pour donner une idée, nous étions à moins de 2 milliards de dollars d'investissement de la Banque mondiale, qui est un des principaux partenaires publics multilatéraux. Nous sommes aujourd'hui à 9 milliards de dollars avec ce même partenaire. Donc, bien entendu, une bonne partie a été constituée des dons, mais notre performance fait que nous sortons progressivement de la catégorie dons pour nous installer dans la catégorie des prêts concessionnels à des taux, bien entendu, exceptionnels. Nous avons le défi d'utiliser ces 9 milliards de manière efficace, pour ne parler que de la Banque mondiale, il y a la Banque africaine de développement et les autres partenaires. Lorsque nous parlons d'un budget de 16 milliards de dollars, nous devons rappeler que sur ces 16 milliards, il y a 5 milliards qui doivent être dépensés des ressources que nous mobilisons des bailleurs. Raison pour laquelle nous devons accorder une attention appropriée à la manière dont nous gérons les différents projets financés par les bailleurs, parce que ça fait partie de notre performance, ça fait partie de notre budget. Nous avons, comme cela a été dit, cette aubaine de pouvoir mobiliser de la dette dans un contexte de sous-endettement et d'accroissement des ressources budgétaires. Toutefois, cela demeure fait avec prudence et responsabilité, et nos nouveaux endettements se font à des conditions favorables, comme je viens de le dire. Enfin, les efforts de notre gouvernement en termes de développement social, sous l'égide du président de la République, chef de l'État, sont également présentés dans le rapport. L'investissement dans les infrastructures sociales pour une croissance inclusive et équitable, le plan de développement local des 145 territoires en sont une illustration. L'amélioration du système éducatif, reconnue par les équipes d'ONFIL, est aujourd'hui un élément essentiel de notre engagement sur le terrain social. La politique de la gratuité dans l'enseignement primaire, la progression du financement de l'éducation, la sensibilisation en faveur de l'enseignement national. En termes de perspective, l'éducation secondaire, technique et professionnelle, gratuite autant que possible, fait partie des concentrations qui vont nous occuper dans les années qui viennent. S'agissant de la gratuité dans le privé, on ne l'a pas assez dit, il s'agit d'un élément essentiel pour préparer ce pays au défi de demain, celui de la diversification, celui de l'industrialisation, à travers des ressources humaines bien préparées. Nous sommes dans les fondations. L'effort fait depuis 2019, année de mise en vigueur de la gratuité, nous permet de relever quelques changements importants. Nombre d'écoles. Avant la gratuité, 41 739 écoles. Après la mise en œuvre, aujourd'hui, 64 889 écoles. Augmentation, 23 000 écoles. Nombre d'élèves dans les écoles primaires publiques, 14,3 millions avant la gratuité, 17,9 millions aujourd'hui, augmentation 3,6. Et si on considère qu'il y en a qui entrent et qui sortent, nous avons aujourd'hui 5 millions d'élèves supplémentaires qui ont eu accès à l'école primaire et qui n'auraient pas eu s'il n'y avait pas eu la gratuité. Nombre d'agents, 410 000 avant la gratuité, 676 000 aujourd'hui. Enveloppe salariale mensuelle, 70 milliards avant la gratuité, 233 milliards aujourd'hui.
soit une augmentation de 233%. Salaire moyen des enseignants maternels primaires. Avant la gratuité, il variait de 155 000 francs à 168 000 francs. Aujourd'hui, il varie de 263 000 francs à 461 000 francs. C'est une augmentation significative qui va jusqu'à 174%. Il en est de même des frais de fonctionnement pour les écoles. Ceci était de 45 000 francs avant la gratuité. Et aujourd'hui, par école, il varie de 200 000 francs à 2 450 000 francs pour les écoles de prestige. Tout cela montre l'engagement au plus haut niveau pour les droits humains, pour la préparation de notre capital humain en vue de relever les défis du développement. Je crois fermement que l'ensemble de nos efforts continueront de porter leurs fruits pour alimenter la réalisation de nos objectifs de lutte contre la pauvreté et de développement social. Je voudrais dire ici que lorsque l'agence Bloomfield reconnaît une amélioration, une baisse de la pauvreté, de l'incidence de pauvreté de 10% en 2022, c'est aussi le résultat de ces efforts. Sur le plan des droits humains, sans vouloir entrer dans les détails, toutes les analyses, tous les relevés faits, notamment par le Bureau de coordination des Nations Unies, indiquent très clairement une tendance à la baisse des violations diverses des droits humains, qu'elles viennent des agents publics, forces de l'ordre, police militaire ou autres, depuis 2021, depuis 2020 et surtout 2021, de manière nette et significative. Alors qu'elles n'ont cessé d'augmenter depuis 2013 en tendance jusqu'à connaître un début de baisse marqué depuis l'émergence de l'Union sacrée pour la nation. Notre pays est donc sur une dynamique très positive depuis plusieurs années, sur les plans économiques et financiers, mais également sur les plans politiques et sociaux. S'agissant des incertitudes que pourrait susciter l'approche des élections, je voudrais là également m'assurer qu'à ce jour, sur le budget prévu pour l'année 2023, qui doit permettre de clôturer les élections générales de cette année, qui se tiendront cette année en décembre, 689 millions de dollars doivent être payés sur le budget de l'année. De ce montant, environ 200 millions sont des montants qui n'ont pas été payés l'année passée. À fin juin, nous aurons payé au total, donc d'ici demain, après-demain, nous aurons payé 264 millions. Et à fin juillet, nous espérons avoir payé 464 millions. Au moment où nous parlons, près de 44 millions d'électeurs ont été enrôlés en respect des délais annoncés. Depuis dimanche dernier, le corps électoral a été convoqué pour les élections qui se tiendront, pour un scrutin qui se tiendra le 20 décembre de l'année en cours. Cette année sera l'occasion de prouver la poursuite de cette dynamique positive avec des élections tenues conformément aux échéances électorales annoncées. Je crois donc que le rapport de l'année prochaine verra une amélioration de notre score socio-politique. Bien entendu, les risques, il en demeurera toujours. Mais ce qui est important, c'est d'être ferme et déterminé dans l'action que nous menons pour mitiger ces risques et préparer l'avenir. Je voudrais ensuite apporter ma vision et quelques compléments
sur quelques points restants du rapport, mais tout en restant extrêmement bref. D'abord, l'importance du développement durable comme pièce de notre stratégie de développement. Oui, effectivement, notre pays est un pays solution grâce à nos minerais, grâce à notre potentiel halieutique, grâce à notre potentiel puissance énergétique, notre capacité de stockage du carbone qui est inégalée grâce à nos forêts, et nous agissons dans ce sens. Concernant la décarbonisation de notre énergie, nous sommes totalement engagés pour non seulement produire les minerais que nous avons, mais également nous voulons les transformer localement. Concernant l'énergie, les grands projets de production énergétique font l'objet de l'attention soutenue du gouvernement. Et concernant notre capacité de stockage de carbone, nous sommes en train de mettre en ordre notre cadre réglementaire lié à ce type d'activité, et notamment à la mobilisation des crédits carbone. Et pour votre information, sous l'égide de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, une première opération de crédit carbone à un prix de 17 $ la tonne a été finalisée récemment et nous permettra d'entrer pleinement dans la logique de valorisation de notre potentiel à cet égard. S'agissant de la diversification du secteur des mines, je crois que l'essentiel a été dit. La transformation locale de nos minerais, en particulier le projet de production des précurseurs de cathode en RDC, fera certainement l'objet de nombreuses discussions dans la période qui va suivre de notre conférence. De l'autre côté, la diversification de nos minerais avec le développement du secteur orifère, celui des diamants, des minerais appelés 3T, coltan, étain et tungstène, ou encore le lithium, avec une poursuite renforcée des efforts de recherche géologique. Pour votre information, s'agissant de l'or et des 3T, nous avons également, en tant que gouvernement, établi une JV avec un partenaire que vous connaissez, qui sera certainement parmi les orateurs, Primera Gold, qui nous permet aujourd'hui de sécuriser une production d'or qui jusqu'à présent existait mais n'apparaissait nulle part. Bientôt cela va donner lieu à la création d'une fonderie, d'une raffinerie, et nous avons été allés plus loin. S'agissant des efforts menés en matière de supervision bancaire, la nouvelle loi bancaire a été promulguée en décembre 2022 et elle renforce singulièrement la stabilité financière et la capacité. Le ministre des Finances, M. Nicolas Casati, pour ses remarques sur le rapport de risque élaboré par l'agence Biofin Investments. Je ne doute pas que l'agence de notation accordera une attention toute particulière aux différents chantiers, aux différents projets que vous avez bien voulu nous présenter dans le cadre du suivi de la note. À présent, distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir à ce pupitre pour l'ouverture officielle de cette deuxième conférence sur le risque pays de la RDC, son Excellence, M. Jean-Michel Sama Lukonde Keïta, Premier ministre de la République démocratique du Congo, chef de gouvernement, que je vous demanderai très respectueusement de bien vouloir accueillir sous vos applaudissements. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'agence Brookfield, Monsieur Stanislas Zézé, Messieurs les représentants
questions diplomatiques. Mesdames et messieurs, nos partenaires de la République démocratique du Congo, effectivement, c'est avec un très grand honneur que je participe à cette conférence sur le risque pays de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, ici, je voudrais remercier Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'avoir pris l'initiative de cette conférence, dont nous sommes déjà à la deuxième édition, ce qui démontre notre détermination à nous auto-évaluer. Ensuite, je voudrais remercier M. Stanislas Zézé pour deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. Et donc, ici, l'occasion pour nous de nous regarder dans un miroir et d'évaluer comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses là où elles n'ont pas été et nous projeter dans un avenir meilleur. Bien sûr, je voudrais ici mentionner que c'est sous l'élan de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de diriger, se donne à ce type d'exercice pour améliorer le quotidien de nos citoyens. Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée, et cette notation, heureusement en progressivité, passant de 5.1 à 5.5, donc une augmentation de 40 points. Ici, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement, va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, celui de la création des emplois et de la création des richesses. Et ici, on l'a mentionné, ça passe par la diversification de notre économie. Alors, Monsieur le ministre des Finances a été très précis sur tous les efforts qui sont menés. D'abord dans les domaines prioritaires que nous nous sommes assignés. Il a parlé de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, et à côté de cela, des efforts qui sont menés aussi au niveau de la santé, où nous nous battons pour cette couverture santé universelle. Mais à côté de cela, ces questions prioritaires qui sont les nôtres, notamment la question sécuritaire qui nous préoccupe au plus haut niveau. On l'a mentionné, c'est vrai qu'on a parlé de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais de la sécurité en général, surtout dans nos grandes villes. Et pour finir, ce besoin de maintenir notre cadre institutionnel à travers les élections qui sont organisées ici, en République démocratique du Congo, avec la CENI, et pour objectif d'avoir les scrutins, tant au niveau présidentiel, mais aussi au niveau de la législature nationale et provinciale, le 20 décembre de cette année. Alors pour ma part, ce que je voudrais donner comme contribution, parce que nous allons avoir des panels de haut niveau
qui ont été annoncés. Je vais simplement revenir sur une stratégie que nous avons voulu nous donner. Nous sommes conscients qu'il nous faut, au regard de notre pays, au regard de sa démographie, nous sommes conscients que le budget que nous avons n'est pas suffisant. Nous l'avons trouvé à un certain niveau. Nous travaillons tous les jours pour l'améliorer. Dieu merci, nous avons su faire des progrès remarquables. Et on a donné ici les chiffres de 2021, de 2022 et la projection que nous faisons pour 2023. Je voudrais ici remercier les partenaires avec lesquels nous sommes, notamment le FMI, la Banque mondiale, mais aussi d'autres institutions telles que la BAD, parce qu'elles nous accompagnent dans ces efforts. Mais nous reconnaissons qu'au-delà des efforts que nous faisons, la véritable réponse va revenir du secteur privé, avec les investissements que nous apportons. Et ici, c'est pour ça que nous sommes là, pour parler justement de ces risques et des investissements qui doivent se faire. Et nous sommes conscients de la diversification de l'économie qui doit intervenir dans notre pays. Cela passe d'abord par l'amélioration de nos infrastructures. Nous l'avons mentionné, le plan de développement de nos 145 territoires, où au-delà du renforcement de l'autorité de l'État à travers nos administrations des territoires, mais aussi justement de notre système éducatif, parce que c'est notre richesse de demain, avec la construction des écoles et des centres de santé, mais au cœur et à la clé, d'abord l'amélioration de notre système au niveau des infrastructures routières, parce que ça passe par là, pour qu'on puisse avoir le développement que nous voulons avoir. Mais à côté de cela, et je crois que ça c'est le plus important, c'est surtout le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il nous faut améliorer ce secteur de l'énergie. Nous avons, dans le cadre du programme des 145 territoires, à la suite de la première phase que nous avons lancée, justement, des projets juste pour améliorer cette desserte en énergie, parce que notre diversification de notre industrie passe par là. Nous avons fait notre plan national de l'industrialisation de notre pays, et nous savons qu'à côté, principalement de cette agriculture que nous voulons, pour atteindre notre autosuffisance alimentaire, il nous faut cette énergie. Et donc, je souhaite que dans les différents panels qui vont être discutés, on puisse aussi aborder cette question et appeler justement à l'investissement dans ce secteur, parce que nous avons un très grand potentiel, non seulement au niveau électrique, mais surtout au niveau solaire, parce que nous avons un très grand potentiel, et même au niveau de l'éolien. Et ça entre d'ailleurs dans le cadre des énergies vertes, dans lequel nous voulons être un des pays champions, notamment à travers les minéraux dont nous disposons pour la nouvelle transition énergétique. Et donc, je voulais absolument mentionner ce fait-là, de manière à ce que, dans ce cadre du risque pays que nous discutons aujourd'hui, nous puissions avoir plus d'investissements dans ce secteur. Et je vais rappeler, parce que je l'ai dit ici à l'entame de mon propos, que ce qui est attendu justement par nos populations, c'est de l'emploi. C'est plus d'emploi, surtout pour nos jeunes. Et pour que nous puissions y arriver, nous avons justement besoin de cet investissement dont nous parlons aujourd'hui. Investissement qui passe aussi par cet encadrement au point de vue fiscal. Ici, on a mentionné les difficultés
qui sont les nôtres, surtout cette pression fiscale, conférence sur le risque pays de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite des très bons travaux et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que nous bénisse tous et à très bientôt. Merci. Pendant cette année-là, c'est une année probatoire. Si vous êtes réellement bien coté, c'est en ce moment-là que le président de la République vous nomme comme substitut du procureur de la République. La loi a changé. La loi, ce n'est pas de notre fait, nous appliquons la loi. Et depuis, on vous nomme directement substitut du procureur de la République. On ne peut pas engager ces gens-là directement dans les provinces ou dans les ressorts. C'est pourquoi un temps de formation. Nous parlons de 2500 magistrats. Ce ne sont plus des candidats, ce sont des magistrats parce qu'ils sont nommés. Et l'État doit mettre les moyens à notre disposition, ce qui est déjà en train d'être fait afin que nous puissions avoir des magistrats de qualité. Et là où ils iront, j'en appelle aussi au civisme des opérateurs économiques. Aidons les magistrats à faire leur travail. Et ce que peut-être le monde des affaires ne connaît pas ou ne sait pas, c'est que le président de la Cour constitutionnelle, parce que c'est notre particularité, je suis le président de la Cour constitutionnelle, mais en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. En réalité, en venant ici, c'est sous l'étiquette président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, la loi sur les statuts des magistrats dit ceci. Tout particulier peut saisir la chambre de discipline, soit provinciale ou nationale, par citation directe, c'est-à-dire sans passer par les structures des magistrats. Vous êtes opérateur économique. Un magistrat, pour poser un acte, vous demande de l'argent. Mais ce n'est pas un problème. Venez nous voir directement en saisissant la chambre, sans formalité. Ça, ce sont des choses que les opérateurs économiques doivent savoir. La loi protège les climats des affaires. C'est un droit. Et c'est pourquoi nous tendons encore la main à nos concitoyens, à ceux qui ont choisi la RDC pour faire les affaires. La loi vous protège. Ne fouillez pas les conseils supérieurs de la magistrature. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un procureur général pour vous arrêter. Il est là pour vous servir et c'est pourquoi chaque méfait du magistrat, dans l'attitude, dans le comportement, nous ne sommes pas des dieux pour savoir tout. Vous en êtes victime, ce n'est pas un problème. Contactez, si c'est en province, contactez directement le premier président de la cour d'appel de cette province-là. Si c'est ici à Kinshasa, voyez directement le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature ou passez directement me voir et une action sera instruite afin que la paix soit rétablie. Merci. Monsieur le Président, c'est très passionnant. Nous avons eu à échanger. Je vous remercie. Simplement, Monsieur le Président, puisque nous l'avons eu en neuf, je vais encore réitérer, je vois que j'ai en face de moi l'administrateur de la FEC, que nous ayons ce genre de change assez régulièrement. Il y a beaucoup de réformes qui sont faites. Non seulement avec la FEC, je lance encore cet appel. J'ai parlé avec la gouverneure de la Banque centrale, même l'association des banques. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est vrai que c'est aussi les conséquences de la loi du droit OHADA. Il faut reconnaître que le droit OHADA n'est pas encore assimilé dans notre pays, surtout par les opérateurs économiques. Faites en sorte que le droit OHADA soit bien assimilé. Faites en sorte aussi que vos collaborateurs dans vos départements juridiques soient des personnes loyales. J'insiste sur loyales. Parce que je suis magistrat, je sais ce qui se passe. Le ver ou l'insecte qui tue le grain d'haricot n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et j'espère que nous sommes bien entendus. Donc le problème pour que le magistrat soit sollicité, c'est lui qui connaît la stratégie intérieure, c'est la personne même que vous-même vous mandatez
pour saisir la justice. C'est pourquoi nous disons, la main étendue, l'affaire officiellement qu'elle vienne, que nous puissions mettre sur pied une passerelle. On peut même imaginer une rencontre avec la FEC chaque 2 mois pour échanger de façon officielle. Et de cette façon-là, je crois qu'on va peut-être amoindrir certaines mauvaises tentatives. Nous prenons votre question. Je vous remercie. Je vais continuer une question au directeur des opérations, puisqu'on a parlé également du directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Albert Zefac. Les projets, comme ont été annoncés dans le programme, les projets de la Banque mondiale en RDC se sont multipliés au cours des dernières années. Comment expliquez-vous cette accélération? Et quels secteurs et domaines sont vos priorités pour les projets à venir? Par ailleurs, quelles sont selon vous les réformes, puisque nous avons entendu les réformes dont a évoqué le président de la Cour constitutionnelle, Mme Kabedi également a évoqué. D'après vous, quelles sont les réformes que devraient être mises en œuvre afin de permettre à la RDC de poursuivre sa politique de diversification? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Mais je voudrais tout de suite, et pour m'assurer que nous ne soyons pas ici juste pour parler et ne pas agir, je voudrais tout de suite soumettre que la Banque mondiale est prête à accompagner la Cour constitutionnelle, le secteur privé et la société civile dans ce dialogue qui est absolument indispensable pour l'amélioration du climat des affaires. Excellent. Dans le cadre de notre projet pour l'amélioration de la gouvernance, le projet Encore, nous avons la possibilité de travailler avec vous et nous allons venir pour que ce dialogue se fasse et de façon suivie. Et on va, comme on le fait ici aujourd'hui, monitorer les résultats. Parfait. Très bien. Je voudrais... Dans la catégorie du risque modéré, où il n'existe pas de frein de l'investissement en RDC. Et cette catégorie part de 4 à 6. Et donc dans cette catégorie, la RDC l'année dernière a eu 5,1 et aujourd'hui est passée à 5,5. Il y a eu 40 points de base d'augmentation. Ça montre une amélioration dans l'environnement de la RDC. Et les 3 éléments fondamentaux qui ont permis cette amélioration, c'est la performance extraordinaire de l'économie, c'est la gestion prudente des finances publiques et le renforcement de l'environnement financier en RDC. Donc, plus de crédit à l'économie, donc avec un environnement financier solide, une performance économique qui a atteint le sommet parmi les meilleurs et une gestion Est-ce qu'au regard du résultat du rapport, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que la RDC est maintenant un pays d'investir, on peut investir en toute circonstance? Oui, mais l'année dernière, déjà, c'était un pays où on pouvait investir, puisque, comme je disais, les risques modérés, on peut investir. Il y a des poches de faiblesse qu'on a mis en relief, mais vous avez vu le discours du ministre des Finances. Les mesures et les politiques publiques sont intervenues en place pour corriger justement ces faiblesses que nous avons mentionnées dans le rapport. Donc il n'y a aucun frein d'investir en RDC, ni l'année dernière, ni cette année. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives, pour l'instant, sont bonnes. Nous anticipons même éventuellement un rehaussement de la note de 20 points de base, mais ça va dépendre justement de certains nombres de paramètres, notamment la tenue des élections, le résultat des élections et la réaction de cet environnement-là. Et la capacité de la RDC à entamer véritablement les diversifications dont elle a parlé dans sa stratégie, et aussi la RDC de maintenir cette performance-là de haut vote, même que nous anticipons autour de 6,3. Même si on a un léger recul de 8,9, on reste à des niveaux très élevés à 6,3 en termes de croissance. Je vais parler de la dollarisation de l'économie congolaise. Vous pouvez nous dire... Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui a une dualité monétaire qui pose un problème de
efforts de la Banque centrale de juguler l'inflation dans ce pays, en réalité, sont très faibles parce que justement, vous avez une monnaie qui domine nettement l'économie et qui est une monnaie qui n'est pas contrôlée par la Banque centrale, mais contrôlée par les autorités de ce pays. Donc il est aujourd'hui extrêmement important de prendre des décisions politiques très fortes pour pouvoir entamer la dédollarisation de cette économie sur une période bien définie. Vous savez que la dollarisation de cette économie rend les Congolais plus pauvres. Les Congolais sont payés en dollars, en francs congolais, pendant que la majorité des marchandises et de tout ce qui est consommable sont indexés en dollars. Donc forcément, avec un dollar fort, les Congolais s'approviennent davantage. Aujourd'hui, même s'il y a eu un recul de 10 points, de 72% à 62%, le Congo reste quand même un des pays les plus pauvres. Et la dollarisation a un